Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de MAP dédié à la data. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de voix, d'intelligence artificielle et de la retranscription. Allez, c'est parti, 4e épisode de MAP. Alors, pour commencer ce nouvel épisode, je vous propose de nous intéresser à la transcription. Ce sera probablement un des buzzwords en 2021, tant on en parle. Et on en parle surtout parce que des technologies aujourd'hui sont suffisamment matures pour proposer au grand public ou aux professionnels des solutions de transcription. Je donne 2 exemples dans l'étude. La première, c'est Descript. Alors Descript, on en a beaucoup parlé quand j'ai ouvert Oberon, puisque je faisais des podcasts et maintenant des vidéocasts, et on m'a dit que c'était une solution extrêmement performante pour sous-titrer les vidéos et pour transcrire finalement de l'audio vers du texte. Alors, je n'ai pas eu la chance d'utiliser encore cet outil en français, en tout cas en anglais. Elle promet des résultats assez incroyables. Elle est même capable, a priori, de retirer certains tics de langage, comme les fameux E, pendant lesquels nous réfléchissons avant de formuler une phrase. On a aussi Microsoft Teams qui a annoncé assez récemment mettre à disposition de ses utilisateurs des outils de transcription des réunions. Et là, effectivement, si ça fonctionne, ça va être une petite révolution. Je pense notamment à tous ces comptes rendus que nous étions obligés de faire, où finalement on a très peu de valeur ajoutée sur ce document, mais qui demande quand même un certain temps pour le concevoir. Donc même si j'imagine que ces outils vont faire des transcriptions brutes des prises de parole des différents interlocuteurs, et ça n'est pas suffisant pour un CR, puisqu'on va avoir besoin bien souvent d'highlighter les parties les plus importantes ou les next steps qui auront été évoqués. En tout cas, ça va permettre quand même, de ne rien oublier pendant ces CR, et de pouvoir gagner un temps fou sur ces documents. Donc voilà pour la transcription aujourd'hui, pour son degré de maturité. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on imagine finalement toutes les applications qu'on va pouvoir mettre en œuvre autour de cette transcription. Alors forcément, puisqu'on parle de voix, on pense instantanément aux commandes vocales. On va y arriver dans quelques instants avec les assistants virtuels qui sont pilotés par la voix. Mais au-delà de ces assistants, on peut s'interroger sur les commandes finalement auxquelles nous pourrions avoir accès d'ici quelques temps. Alors encore une fois, la pandémie a joué un rôle majeur dans ces évolutions, puisque le tactile, qui était jusqu'à présent la technologie la plus utilisée pour interagir avec des ordinateurs ou avec de l'IoT ou de l'intelligence artificielle, est en train d'être progressivement remplacé. Alors on va le voir tout au long des épisodes à venir, plusieurs solutions sont en train d'émerger. On a notamment les commandes par mouvement. Alors c'est des technologies qui sont en train d'arriver pour éviter justement d'avoir à toucher certains écrans. On arrive finalement à détecter la position et les mouvements des mains pour pouvoir piloter un objet ou un écran. L'exemple que j'ai donné concerne en l'occurrence un écran.
On a donc ce système qui est en train d'émerger. On a aussi ces fameux bracelets connectés que Facebook s'apprête à commercialiser et qui, eux, vont réagir par EMR, par impulsion nerveuse. C'est-à-dire que je vais pouvoir piloter cet objet rien qu'en y pensant, entre guillemets, c'est-à-dire en réalisant certains mouvements, l'impulsion nerveuse va être détectée et interprétée en commande. Donc on a ce système aussi qui est en train d'émerger. On a bien entendu la commande vocale et on va en parler dans un instant avec les assistants virtuels. Et puis on a une dernière solution, alors je ne sais pas si elle se répandra, en tout cas on en a vu un échantillon il y a quelques jours avec la vidéo publiée par les équipes d'Elon Musk avec ce singe qui dispose d'une puce implantée dans le cerveau et qui lui permet finalement de piloter un jeu par la pensée. Alors, j'ai un gros doute, moi, sur ces solutions invasives pour nous donner accès au pilotage dans la mesure où il existe, comme je viens de l'évoquer, un bon nombre d'autres solutions finalement pour arriver au même résultat sans nécessité d'intervention chirurgicale. Alors peut-être demain ces puces seront-elles plus petites et ne nécessiteront-elles pas d'une véritable intervention chirurgicale pour les mettre en place. En attendant, pour moi, ça relève encore du domaine de la science-fiction. Et comme je le disais, il existe de très nombreux autres moyens pour aboutir au même résultat sans forcément nécessiter de s'implanter quoi que ce soit. Donc j'ai un gros doute en fait sur cette solution, mise à part dans des cas très particuliers où la personne n'est plus en mesure, par exemple, de bouger par elle-même ses membres. Donc dans ces cas précis, pourquoi pas. Maintenant, pour des personnes qui disposent de mobilité des mains et des doigts, ça me semble plus intéressant de partir sur la détection de mouvements, du pilotage vocal ou de la détection d'impulsions nerveuses. Voilà. En tout cas, je voulais faire cette petite parenthèse sur les commandes et les différents systèmes de commandes. Peut-être d'ailleurs aurons-nous accès à des systèmes croisés, variés, sur une même technologie. Pourquoi pas pouvoir piloter autant par la voix que finalement par le mouvement. Ça, c'est aussi une des possibilités qui vont probablement se dessiner dans les mois qui viennent. Je referme la parenthèse des commandes et je vous propose de passer tout de suite aux assistants vocaux. Alors, on vient de parler de la commande vocale. La commande vocale, ça commence à devenir essentiel dans nos vies. Mais ce n'est pas seulement la commande qui est essentielle, c'est surtout les assistants vocaux. Ils nous accompagnent chez nous pour piloter notre éclairage ou piloter nos téléviseurs, les programmes que l'on souhaite y regarder. Et on peut s'interroger aussi sur ces assistants demain. Alors, je vous ai mis l'exemple de Google Home et de ses capacités actuelles. Et j'ai complété cette vidéo avec une interview de William Simonin, qui est directeur de Vivoca. Alors, Vivoca, si vous ne les connaissez pas, ils font des solutions vocales sur mesure. Ils sont notamment présents dans de prestigieux hôtels où leur assistant apporte des services de conciergerie aux clients. Je vous invite à regarder cette interview où William Simonin nous explique le futur des assistants virtuels. Et je suis fortement tentée de le rejoindre dans ses propos, puisqu'il explique que demain, ces assistants virtuels qu'on a au sein de nos foyers nous accompagneront finalement, partout, même à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on pourra les avoir pour gérer tous les aspects de notre vie quotidienne, que ce soit de la prise de rendez-vous et pourquoi pas de l'achat en magasin. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que demain je passe devant un magasin, que mon assistant me signale par l'audio qu'une promotion est en cours ou qu'un produit est susceptible de m'intéresser à l'intérieur. Et puis, si je décide de l'acheter une fois à l'intérieur du magasin,
on peut imaginer que je reparte les mains vides et que j'ai pu acheter ce produit simplement par commande vocale et que ce produit soit automatiquement livré à mon domicile. Donc tout ça, je pense que ça nous montre un peu le futur de ces assistants qui aujourd'hui sont vraiment dédiés aux intérieurs encore. Donc voilà pour la partie assistant virtuel. Et je voudrais terminer cette prise de parole par les assistants virtuels, mais du côté des professionnels, du côté des marques. Alors là aussi, hein, on est déjà habitué finalement à être en contact avec ces assistants virtuels qui sont de plus en plus présents. Mais là, il me semble que depuis le début de la pandémie, finalement, on a accès à d'autres solutions qui sont de plus en plus élaborées et de plus en plus pertinentes. Et je pense notamment à un exemple relatif aux marques de luxe. Alors, il y a quelques semaines, on a eu une conversation extrêmement intéressante sur Clubhouse. On avait la chance d'avoir des participants qui étaient issus de prestigieuses maisons de luxe et qui nous expliquaient finalement que ces maisons avaient décidé de franchir le pas et de donner accès à leurs clients à des personal shoppers virtuels. Alors, la décision a été difficile à prendre hein, parce qu'on connaît le niveau d'exigence et d'excellence de ces maisons. Donc forcément, il y avait un peu d'appréhension au départ, mais ces interlocuteurs nous ont expliqué que face aux difficultés relatives à la pandémie et notamment aux soucis humains, d'avoir des personal shoppers humains pendant ce confinement et surtout pendant cette crise, hein, que finalement eh bien, des tests ont été faits, notamment sur le marché asiatique, et ces tests ont été plus que probants. Les résultats obtenus ont été assez incroyables, et du coup, ces marques ont décidé finalement eh bien, de généraliser cette pratique. Donc ça, c'est un bon indicateur pour nous. C'est vrai que les marques de luxe sont souvent un peu en avance sur le reste du marché. Et là, ce qui est intéressant d'observer, c'est toute la puissance que ces outils sont aujourd'hui capables d'apporter. Finalement, ils sont aujourd'hui même plus puissants que des assistants humains. Alors, on a toujours cette barrière du langage naturel, même si ça s'est beaucoup amélioré au cours de ces dernières années. Hein. On n'est pas... je vous ai mis aussi l'exemple de Google, hein, de ce cherry pick avec cette prise de rendez-vous chez un coiffeur avec un langage ultra naturel. Alors on n'en est pas là, on est bien d'accord, mais on commence à s'en approcher quand même doucement. Et ça nous laisse envisager quel sera finalement le futur de ces assistants. Alors pourquoi ils sont plus pertinents que des humains eux-mêmes? Eh bien tout simplement parce que ces assistants auront accès en temps réel à tout l'historique, à tous les parcours d'achat des consommateurs. Et là où un humain nécessiterait de plusieurs minutes pour analyser et pour comprendre les différents parcours et comprendre finalement soit le motif d'appel, soit détecter des opportunités de vente dans le cadre de marketing conversationnel, eh bien un assistant virtuel va le faire de façon quasi instantanée. Donc ça promet des services complémentaires finalement pour les clients qui ne seront plus obligés comme aujourd'hui de répéter à différents interlocuteurs le motif de leur appel ou de leur recherche. Demain, on aura vraiment des outils qui seront capables peut-être même de détecter, avant même que l'interlocuteur n'ait le temps d'énoncer son besoin, pourront peut-être même les anticiper ou les prédire. Donc ça nous laisse quand même de belles perspectives
d'évolution et de services que les marques vont pouvoir offrir à leur audience. Alors c'est comme d'habitude, je le répète sans cesse, mais c'est très important parce que c'est là que se situe la différence entre les modèles qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Encore une fois, les technologies sont d'une aide extrêmement précieuse. Maintenant, ça va dépendre de quelle manière les marques vont les implémenter. Et bien souvent, quand ces technos sont utilisés de façon gadget ou que la démarche n'est pas jusqu'au boutiste et qu'elle n'est pas aboutie, eh bien on se retrouve dans des cas de figure qui sont extrêmement déceptifs. Donc voilà, pour ce 4e épisode, je vais arrêter là parce que on n'a pas le temps d'en parler plus longuement. Je reviendrai peut-être dessus, mais de façon plus transversale, en parlant de toutes les technologies et de la puissance qu'elles offrent tout ensemble ou croisées. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt.